Bonjour à tous. Au programme de cette troisième émission, nous avons retenu deux ouvrages qui offrent une réflexion sur notre monde actuel, politique pour l'un, plus spirituel pour le second. En premier lieu, Catherine nous présentera Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, une fiction inspirée de faits et de personnages réels, évoquant l'ascension au pouvoir d'un certain Vladimir Poutine. Il s'agit du premier roman de cet enseignant à Sciences Po, essayiste et conseiller politique italo-suisse. Il a été récompensé par le Grand Prix du roman de l'Académie française. On le trouve en version de poche dans la collection Folio. En second lieu, Yannick nous fera entrer dans le secret de la confession avec la présentation du roman inachevé de Jean Raspail intitulé La Miséricorde, lui aussi inspiré d'un fait divers réel et plutôt sordide. On le trouve dans la collection Bouquins intitulée Jean Raspail, là-bas, au loin, si loin, préfacée par Sylvain Tesson, mais aussi aux éditions des Équateurs. Catherine et Yannick, bonjour. 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 Alors, honneur aux dames pour commencer. Catherine, avez-vous été envoûtée par le Mage du Kremlin ? Eh bien oui, vraiment. Alors je ne vais pas représenter l'auteur puisque ça a déjà été fait par mon prédécesseur. Et juste pour rappeler que ce roman nous plonge dans les coulisses du Kremlin, du pouvoir et de la société russe. Et grâce à un étudiant venu à Moscou faire des recherches sur un auteur oublié, Evgueni Zamyatin, nous faisons connaissance du Mage du Kremlin, appelé encore le nouveau Raspoutine, ancienne éminence grise de Vladimir Poutine, qui alimente toutes sortes de rumeurs et de spéculations depuis qu'il a quitté ses fonctions auprès du tsar Poutine. Le mage, Vladimir Baranov, dans le roman, nous invite dans sa datcha autour d'un verre de whisky pour nous raconter les grands événements de sa vie. Il nous parle d'abord de ses origines familiales. Il a été éduqué par son grand-père tsariste, aristocrate miraculeusement épargné par la guerre civile et les purges staliniennes, passionné de chasse et de littérature, et élevé aussi par un père apparatchik qui ne faisait pas de vagues, un homme prudent, dit-il, qui faisait partie de l'élite soviétique jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev. Baranov s'inscrit à 20 ans à l'Académie d'art de Moscou et devient producteur de télévision dans les années 1990, année où tout est permis et où l'argent coule à flot. Le milliardaire Boris Berezovsky, propriétaire de l'ORT, qui est la première chaîne de télévision russe récemment privatisée, va lui proposer de cesser de créer des fictions pour commencer à créer la réalité. En effet, Eltsine étant mourant et les élections présidentielles approchant, Berezovsky choisit un obscur chef du FSB, ancien KGB, Vladimir Poutine, à qui il propose de prendre les rênes de la situation pour faire passer la Russie dans le nouveau millénaire, l'assurant qu'il sera à ses côtés pour le conseiller et l'aider. Mais c'est Baranov que Poutine choisit pour être son conseiller, ce qu'il sera pendant une quinzaine d'années. Alors, j'ai trouvé ce roman passionnant, parce que par l'intermédiaire de Baranov, nous entrons dans l'intimité du président russe et de sa conception du pouvoir. Le mélange fiction et réalité est captivant, on s'y croit vraiment. Tous les faits relatés dans le livre sont avérés. Poutine et son passé tchéquiste du KGB soviétique à la direction du FSB, les attentats terroristes visant Moscou en 1999 et la guerre en Tchétchénie, la tragédie du sous-marin Koursk en 2000, les Jeux olympiques de Sotchi et l'annexion de la Crimée en 2014, et enfin le début de la guerre avec l'Ukraine. De la même manière, certains noms cités dans le livre ont réellement existé. Les oligarques Boris Berezovsky et Mikhail Khodorkovsky, j'espère que je n'écorche pas les noms russes. C'est une belle épreuve aujourd'hui. L'écrivain et dissident Liminov, le joueur d'échecs et opposant Garry Kasparov, Evgeny Prigojine, l'homme d'affaires fondateur du groupe paramilitaire Wagner, et Igor Sechin, le secrétaire de Poutine. Et évidemment, le personnage du mage, Vladimir Baranov dans le livre, partage de nombreux traits communs avec Vladislav Surkov, qui a été le principal idéologue du Kremlin dans les années 2000, auteur du concept de démocratie souveraine et de la verticalité du pouvoir. L'auteur a déclaré « J'ai préparé ce livre comme un essai. À part la vie privée du personnage principal, tous les faits sont réels. J'ai rencontré énormément de gens. J'ai beaucoup voyagé en Russie. C'est une reconstitution très fidèle de ce qu'a été ce pays ces 20 dernières années.
Mais au cœur du pouvoir, et du pouvoir russe en particulier, il y a des éléments de paradoxe, une contradiction permanente, une irrationalité que seule la littérature pouvait transcrire. Alors ce livre m'a passionné à plus d'un titre. On traverse l'histoire de la Russie des 3 dernières décennies, le chaos consécutif à la chute du système soviétique, le triomphe d'un capitalisme débridé et le règne d'une oligarchie. On entre littéralement dans le système Poutine, sa mégalomanie, les faux opposants, la désinformation, la manipulation de masse, le contrôle des réseaux sociaux. Ce livre est également une réflexion sur le pouvoir, avec cette notion de verticalité du pouvoir que Poutine entend restaurer pour restaurer, je répète restaurer, mais c'est tant pis, pour restaurer la pleine souveraineté de la Russie. Et les dernières pages sont assez glaçantes, puisqu'on arrivera, d'après ce livre, à une forme de pouvoir absolu liée à la machine, aux nouvelles technologies, qui pourraient supplanter l'homme. Donc voilà ce que moi j'ai ressenti, et je ne sais pas si vous avez partagé mon enthousiasme pour ce livre. Yannick, avez-vous été séduit vous aussi par ce mage ? Oui. J'ai été séduit par ce livre. J'ajoute simplement, Catherine, à la fin du livre, il y a effectivement cette perspective glaçante de la prise de pouvoir par les machines, mais il y a la petite fille qui est là et qui m'a permis de ne pas rester sur une fin pessimiste. C'est vrai. J'ai trouvé cette ambiguïté de la fin du livre plaisante, comme tout le reste du livre. Alors, j'ai beaucoup aimé. La seule chose qui m'a gêné dans la lecture de ce livre, c'est le fait qu'il est indiqué que c'est un roman. Et moi, je l'ai lu comme un essai historique. Et je me suis demandé pourquoi on le baptisait. Alors, il y a effectivement des noms qui ne sont pas, mais peu. Il y a beaucoup de noms, comme vous l'avez rappelé, qui sont des noms qui correspondent à la réalité de personnages de cette époque-là. Est-ce que le protagoniste principal, le mage, n'a pas son nom réel ? Mais à part ça, moi j'ai vraiment découvert, comme vous l'avez fait, j'ai découvert ce qui s'est passé dans cette partie importante du monde pendant cette période importante. Et qui débouche sur une situation actuelle. Actuelle, absolument. Et qui, pour moi, l'a éclairé. Alors, comme je ne suis pas du tout un spécialiste, il y a sûrement des choses qui m'ont échappé, mais j'ai trouvé vraiment, de ce point de vue-là, très intéressant le livre. Et en particulier, la personnalité de Poutine. Il est de bon ton aujourd'hui de dire que c'est un dictateur. Un méchant. Un méchant. Oui, je trouve que vous êtes gentil. Moi, j'ai trouvé qu'il avait une vision de son pays, alors avec tous les excès qu'on constate aujourd'hui, mais qu'il a une vision de l'avenir de son pays qui ne me paraît pas dénuée d'intérêt. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi les coups de bluff de Poutine qui sont décrits à l'occasion de quelques épisodes. Je pense notamment au Labrador qui assiste à l'entretien avec Mme Merkel. Oui, mais c'est absolument génial, mais en même temps abominable. Pourquoi J'imagine, abominable ? moi, je serais Angela Merkel, absolument horrifiée par les chiens, avec une phobie, et j'arrive en me disant, je vais bouffer Poutine, et en fait, exactement. C'est le contraire. Mais non, c'est quand même un rapport de force. Quand il lui a demandé, le moyen est quand même. Quand il lui a demandé si la présence de son chien la gênait ou pas, elle avait qu'à dire, écoutez, non, moi j'ai la phobie des chiens. Voilà, j'ai la phobie des chiens, et je pense qu'il aurait. Non, j'ai trouvé cet épisode tout à fait intéressant. Et il y a l'autre épisode aux Jeux Olympiques de Sochi, quand il présente les installations qui ne sont pas finies. Ils ont monté un aéroport exprès pour accueillir les gens, mais en fait, il n'y a personne dans l'aéroport. Ils ont pris des figurants pour jouer les voyageurs et tout ça. Ouais. Ça, c'est aussi des épisodes qu'on connaissait peut-être pas forcément, ou dont on se rappelait pas, et qui rendent le livre intéressant, et en plus qui lui donnent un côté roman. Effectivement, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé ça dans un véritable essai. Peut-être. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a d'un côté un espèce de mépris des pays occidentaux et en particulier des États-Unis d'Amérique pour la Russie. Oui. Et je trouve que ça éclaire la réaction de Poutine, sans rentrer dans les détails historiques qui confirment cette théorie. Je trouve que ça éclaire la réaction de Poutine qui veut que son pays retrouve, comme vous le disiez,
retrouve son éclat d'antan. Son rang et son... Alors, on n'est pas toujours d'accord avec les moyens qu'il utilise, mais je trouve que le fondement de la démarche est intéressant. Oui, je suis d'accord. Et quand on voit aussi, quand il raconte l'épisode de Clinton, oui, qui hurle de rire en voyant Helsinki titubant et faire son discours, voilà, où en fait ça a été un mépris total pour le pays et que personne n'a encore digéré. Et donc les États-Unis, ils veulent les remettre un peu à sa botte, mais non, leur rappeler que lui aussi, que la Russie est un aussi grand un pays important. Exactement. Voilà. Oui. Dans une interview de Giuliano D'Ampoli, je l'ai écouté et il disait que Moscou est la ville où l'on ressent le plus l'emprise du pouvoir. C'est dans la géographie même de la ville, et il avait cette impression où le pouvoir était omniprésent. Et ce pouvoir, on a l'impression que c'est depuis des siècles, quoi. C'est comme ça. C'est depuis les tsars, c'est depuis... il y a une sorte de... C'est pas de fatalité, mais c'est une réalité permanente, quoi, chez les Russes. Mais c'est vrai, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment, il parle d'un sondage qui a été fait auprès du peuple russe pour leur demander quelle est pour eux la figure importante du pays. Et ils pensaient que ce serait peut-être Pouchkine ou un acteur. Et pas du tout, c'est Ivan le Terrible, Lénine et Staline. Et Staline arrive en premier. C'est fou, hein? En fait, est-ce que c'est parce qu'ils arrivent après une période où c'était tellement débridé et tellement... C'était plus la verticalité, c'était vraiment l'horizontalité. Ils ont besoin de trouver quelqu'un qui représente la force et qui les aide à traverser tous les problèmes, notamment les guerres, les attentats, etc. Et beaucoup de sondés n'ont peut-être pas vécu la période stalinienne. Donc, ils ont une idée de Staline qui n'est pas toute la réalité de Staline. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait que Poutine, quand il a été dans un premier temps Premier ministre, puisqu'il alternait avec le poste de président, a hésité à repartir pour un deuxième mandat de président. Il a fait un premier mandat quand il a été amené au pouvoir, après Helsinki, et puis il est devenu Premier ministre en alternance, quoi. Et là, il n'avait pas envie d'y repartir. Donc finalement, on voit que maintenant, son but, finalement, le but de sa vie, c'était ça, c'est de sauver son pays, quoi, finalement. J'ai noté d'ailleurs une phrase qui m'a paru tout à fait intéressante et dont je me dis que certains de nos hommes politiques pourraient peut-être s'inspirer. Il dit à un moment donné, il parle donc avec son fameux mage et il lui dit « Mets-toi une chose en tête, Vadia, les marchands n'ont jamais dirigé la Russie. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables d'assurer les deux choses que les Russes demandent à l'État, ordre à l'intérieur et puissance à l'extérieur. » Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai quand on voit effectivement comment les oligarques valsent, c'est assez... Oui, je crois qu'il s'en est servi plus que quelquefois on dit Poutine, c'est l'enrichissement débridé et tout ça. Je pense qu'il s'est servi de ce phénomène plus qu'il ne l'a souhaité. Bien sûr. Et on retrouve les trois ingrédients de Dostoïevski, disent-ils, c'est le pouvoir, le mystère et le miracle. Le miracle de l'homme providentiel, finalement. Il y a le chapitre qui est consacré à Édouard Limonov, le créateur du parti national bolchevique, est un clin d'œil lu de Giuliano D'Ampoli à Emmanuel Carrère, qui a écrit Limonov. Que j'ai lu il y a longtemps, mais je ne me souviens plus très bien. Qui doit être un très bon roman aussi. Alors, Giuliano D'Ampoli, c'est quelqu'un, effectivement, qui a été conseiller du président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui est fondateur d'un... Alors ça va faire Yannick, un think tank, un laboratoire d'idées, qui s'appelle Volta, et qui est le fils d'un père économiste de l'OCDE et d'une mère suisse-allemande passionnée de littérature russe. Ceci expliquant cela. Voilà, donc un livre à conseiller. Oui. Franchement, oui. Et c'est facile à lire. Oui, parce que absolument. Comme ça, quand on raconte cette histoire, on pourrait se dire c'est compliqué et tout. Mais non, c'est vraiment très facile à lire. On suit bien tous les grands épisodes de cette vie de Russie. Et c'est passionnant. Et puis il y a suffisamment de liens avec l'actualité
pour qu'on y trouve un intérêt, parce qu'on a l'impression de comprendre mieux certains événements actuels. Et puis je dirais que l'intérêt aussi peut-être, c'est que ce fameux conseiller, ce mage, c'est moins un conseiller politicard comme on en rencontre tant actuellement, qu'un artiste. Oui, et je trouve que ça donne une tonalité à son comportement que j'ai trouvé sympathique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était sa première vocation. Il voulait devenir artiste jusqu'à temps qu'il ait une déception amoureuse qui finalement... C'est peut-être ça le roman, c'est l'histoire d'amour avec la belle Xenia, mais oui. Bon... Mais finalement, Xenia, on ne sait pas ce qu'elle devient quand elle va se baigner dans une eau très fraîche en Suède, je crois, où il se retrouve. Bon, en tout cas, elle donne naissance à cette petite fille. Elle donne naissance à cette petite fille. On voit la petite fille qui, effectivement, est une note d'espoir pour l'avenir face à un pouvoir qui serait confié à une machine. Mais Xenia a disparu de la circulation. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Bon, tant pis. Le lecteur imagine ce qu'il veut imaginer. C'est ça. On laissera le conseiller à sa solitude. Eh bien, merci pour ce premier échange. Et puis, avant d'évoquer le second ouvrage, une petite pause musicale empreinte de nostalgie et de l'âme russe avec une chanson populaire intitulée « Là où commence la mère patrie ». С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Et maintenant, place au second ouvrage, À tout pécheur miséricorde. Yannick, pardonnerez-vous à Jean Raspail de ne pas avoir achevé ce roman très prenant qu'est La Miséricorde? Alors, oui, bien sûr, je pardonne tout à Jean Raspail. Je vous propose de commencer par dire deux mots de l'auteur. Donc, il est né en 1925, pas très loin de chez nous, en Indre-et-Loire. Il naît dans une famille aisée. Il est important de noter qu'il a été marqué par le scoutisme. Et en particulier, son premier voyage, il l'a fait en 1949. Il est allé en canoë avec d'autres scouts du Québec à la Nouvelle-Orléans. Et il donne d'ailleurs le récit de ce voyage dans un livre qui s'appelle « En canot sur les chemins d'eau du roi », qui est publié chez Albin Michel. Pendant les 20 premières années de sa vie, il a été explorateur.
et il rendait compte de ses explorations dans Connaissance du monde. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était bien quand on était petit. Oui, mais je me demande si ça existe pas. En Mayenne, on ne les retrouve plus. Je crois que ça existe toujours, mais maintenant ça a été remplacé par une autre. Donc il a été pendant 20 ans explorateur, et il écrivait, mais il écrivait simplement des livres qui rendent... Enfin simplement, ils sont très intéressants, et je recommande en particulier à ceux que ça intéresserait un livre qui s'appelle « Terre sainte et profane », qui est un livre qu'il a écrit à la suite d'un voyage qu'il a fait en Terre sainte, et qui est très intéressant parce qu'il a été réédité chez Via Romana en 2017. Et c'est un livre qui prévoit, si on peut dire, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. En 1973, Jean Raspail écrit un livre qui s'appelle « Le camp des saints ». On ramène souvent Jean Raspail au camp des saints. Il faut savoir qu'il a écrit des tas d'autres livres, même si celui-là est celui qui lui a donné sa notoriété, et qui était là aussi un livre prémonitoire. Il imagine que des populations innombrables de pays d'Asie misérables se lancent en mer sur des bateaux en ruine et finissent par atterrir sur la Côte d'Azur. Bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est un livre qui est passionnant, au-delà des polémiques qu'il a fait naître. Un autre point de la vie de Raspail qui est intéressant, c'est celui de la Patagonie. Comme il s'est fait une spécialité des populations qui étaient des populations sur le point de disparaître, il a écrit beaucoup de livres sur la Patagonie, et il a écrit en particulier un livre qui s'appelle « Moi, Antoine de Tounins, roi de Patagonie », qui a été publié en 1981 et qui lui a permis de recevoir le Grand Prix du roman de l'Académie française. Il s'est proclamé d'ailleurs consul général de la Patagonie, et il y a une population nombreuse avec des célébrités qui sont devenues citoyens d'honneur. Je regrette d'ailleurs à l'époque de ne pas l'avoir su, parce que je crois que j'aurais fait la démarche pour être également citoyen d'honneur de la Patagonie. Et il a reçu en 2003 le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et il est mort à 94 ans en 2020. Deux mots de l'affaire, parce qu'en fait, le livre « La Miséricorde » est un livre qui s'appuie sur un fait divers réel. Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, parfaitement sordide, mais Jean Raspail ne pouvait pas choisir autre chose qu'un fait divers sordide pour nous parler de la miséricorde. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a peut-être des personnes sensibles qui sont à l'écoute. L'affaire sur laquelle Jean Raspail s'appuie, c'est l'affaire dite du curé d'Uruf. Uruf, c'est un petit village de Meurthe-et-Moselle à la limite de la Meuse. C'est une affaire qui se déroule en 1956. Et en fait, c'est l'histoire d'un curé qui, à mon avis, n'aurait pas dû être ordonné parce qu'il est un petit peu trop porté sur les femmes. Et partout où il passe, c'est-à-dire qu'à certains endroits, il a des problèmes. Son évêque le mute ailleurs, mais les problèmes renaissent à l'endroit où il est muté. Et finalement, il a des relations avec une jeune femme de 16 ans qui attend un enfant de lui, qui refuse d'abandonner cet enfant, et devant le risque de scandale et devant le refus de sa maîtresse, il l'assassine. Et ce qui est particulièrement sordide, c'est qu'il l'éventre, il récupère le bébé qui était, je crois que la maman en était au 8e mois de sa grossesse, et il baptise la petite fille avant de la tuer. Bon, donc cette histoire du curé d'Uruf qui a scandalisé tout le monde à l'époque, c'est le point d'appui de l'histoire de la miséricorde. Alors le livre. Le livre commence par la visite que rend un vieil avocat
Je cherche son nom. Où es-tu? Jérôme Desaulnay. Merci. Je Voilà. crois que c'est ça. Jérôme Desaulnay, qui est un avocat parisien, vieillissant, talentueux, qui vient plaider dans une petite ville de province. Il a un petit peu de temps devant lui et le guide touristique de la région lui indique la présence d'une abbatiale très ancienne qu'il décide de visiter. Il y a un panneau à l'entrée de cette abbatiale qui l'intrigue. Il annonce ce panneau des confessions tous les jours de 14 à 18 heures. Or, lui ne s'est pas confessé depuis 40 ans. Il est persuadé que plus personne ne se confesse en France. Et donc, après avoir longtemps hésité, il rentre dans l'abbatiale et il prend la file. Il prend la file parce qu'il y a effectivement plusieurs personnes qui attendent pour se confesser. Et quand il arrive dans le confessionnal, tout bascule, et c'est le début de l'histoire, parce qu'il croit reconnaître la voix du prêtre. Ça pourrait être la voix du prêtre qu'il a contribué à juger 47 ans plus tôt, qui est le fameux, alors dans le livre il s'appelle l'abbé Jacques Charles-Bègue, curé d'une commune, alors c'est plus Uruf, c'est le Bief, qui avait commis ce crime. Et Jean Raspail va dans le livre nous faire passer entre 1960, la période du procès, et 2001, la période au cours de laquelle l'avocat reprend contact avec son client de l'époque. Ce qui va être passionnant, c'est que le nouvel évêque de la région, qui s'appelle Monseigneur Anselmos, il a 74 ans, il vient d'être nommé d'un évêché, le livre nous dit diocèse pourri, arriéré, satanique, où tout était à reprendre, à reconstruire. Et ça, c'est le propos du vicaire général, le chanoine Jacquelin, qui lui est un relativement jeune prêtre, qui espérait, en fait, on le comprend dans le livre, être nommé évêque au décès du précédent, et qui accompagne, dans une visite apostolique, qui accompagne son évêque. Et puis, le troisième protagoniste, c'est un jeune, alors là, tout jeune abbé qui s'appelle l'abbé Giordan, qui est le secrétaire de l'évêque, et qui, nous dit Jean Raspail, n'a pas l'air heureux. Le livre commence par une discussion entre tous les trois, et une fois que l'abbé Giordan est allé se coucher, l'évêque évoque avec son vicaire général la situation de cet abbé Charles Bègue, dont il a retrouvé des courriers adressés à son prédécesseur et auxquels son prédécesseur n'a jamais répondu. Alors, je ne vais pas vous lire certains de ces courriers, mais en 2 mots, ce prêtre donc, qui a été condamné à perpétuité, qui a été condamné à mort mais gracié, qui purge sa peine dans une prison de la région, il a reconstitué une sorte de chapelle dans la cellule 25, et le prédécesseur qui était allé le voir non, pas le prédécesseur, pas l'évêque prédécesseur, mais l'aumônier qui est allé le voir dans sa cellule, a considéré que la présence d'une croix sur le mur de la cellule d'un tel prêtre était un sacrilège, et donc a décidé de ne plus le voir, et l'évêque a décidé à sa suite de ne pas répondre au courrier de ce prêtre assassin. Et tout le livre, ça va être l'apprentissage de la miséricorde par l'abbé Jacquelin, par l'abbé Giordan, à l'instigation de cet évêque Anselmos, qui lui décide que cette chapelle 25 fait partie de son église et qui va donc faire en sorte de répondre à l'attente du prêtre. Et c'est intéressant parce que le crime est absolument sordide. On n'est pas choqué par l'attitude du premier aumônier et du prédécesseur de l'évêque actuel qui décide de couper court avec ce prêtre assassin, mais petit à petit, on est pris par la démarche de miséricorde du nouvel évêque et qui va, ça c'est du Raspail tout craché,
va nommer comme nouvel aumônier le fameux abbé Jordan, qui a déjà bien des problèmes à résoudre, et en particulier des problèmes qui se rapprochent des problèmes de l'abbé Charles Bègue. Il va le nommer aumônier, et donc il va lui confier la responsabilité de reprendre contact avec... Et c'est très intéressant, parce qu'on voit que cette démarche de miséricorde, elle aboutit finalement à faire d'un assassin terrible, en faire un prêtre confesseur qui, tous les jours de la semaine, confesse 4 heures par jour et reçoit de partout des gens qui viennent chercher le pardon de leurs péchés auprès de lui. C'est du Raspail, et j'ai trouvé l'idée parfaitement intéressante et le récit tout à fait prenant. C'est ça. Mais alors, c'est un récit prenant qu'il a construit sur plusieurs décennies, puisqu'il a commencé un roman de jeunesse au départ. J'ai lu qu'il l'avait commencé en 1966, je crois, de mémoire, et il l'a repris dans les années 2000. Et donc, il n'a pas réussi à le finir en plus. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas réussi à le finir? Mais à la limite, moi, je me pose cette question, la fin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la fin du livre? J'ai pas l'impression. Moi, ça m'a pas tellement gêné. On n'arrête pas de dire que ce livre est inachevé, mais alors la question, c'est est-ce que c'est bien ce père Jacques qui confesse? Est-ce que c'est bien le curé assassin, entre guillemets? Et est-ce que l'avocat va finir par aller se confesser, puisqu'on sent qu'il est très hésitant? Il a commencé sa confession. Il est parti avant la fin, je crois. Voilà. Il est parti avant la fin, parce que la troisième faute qu'il avait à se reprocher, celle-là, il ne voulait pas la reconnaître. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle est liée au procès, pour moi. C'est assez amusant aussi, je trouve, quand on le voit arriver dans l'église, il dit « Est-ce que je me confesse? Est-ce que je ne me confesse pas ?» Il voit les gens, finalement, pris d'un espèce d'élan. Il va s'asseoir, il se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai complètement oublié comment on se confesse. » Et je me dis que ça nous rappelle aussi quelquefois des personnes qui sont là un peu tremblantes à l'idée de se confesser et tout. Bon, c'est pas le sujet du livre, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses, notamment sur la solitude des prêtres. Voilà. Ça dépeint effectivement un paysage qui n'est pas si éloigné de notre paysage actuel. C'est un paysage des années 50-60, ouais. Et où on voit déjà des paroisses où les prêtres sont seuls, où il n'y a plus de paroissiens, où les gens préfèrent aller au bistrot. Et il y a déjà cette description du paysage chrétien, avec notamment la figure de l'évêque qui est remarquable parce qu'il remet chaque prêtre le pied à l'étrier. C'est merveilleux, ça. Il leur redonne du courage. Dont un qu'il entraîne dans un repas en l'obligeant presque à boire un petit peu de vin, et qui se réjouit de dire, quand je suis arrivé, il avait l'air à l'agonie, et quand je suis reparti, il avait l'air heureux. C'est ça. C'est un évêque comme on les aime. Comme on les aime. Qui aime ses prêtres, et qui a le souci de... Et je trouve que la fin... vous avez raison, Catherine, on ne reste pas frustré. Le livre se termine par la visite que cet avocat rend au curé de la paroisse dans laquelle l'abbé Charles Bègue confesse, et qui répond sans répondre à ses questions, mais avec des réponses qui, tout en étant partielles, sont, je trouve, satisfaisantes. Moi, je n'ai pas du tout été frustré par la fin de ce livre. Pas du tout. Pas de frustration. Alors moi, j'ai été un peu gênée, j'en ai parlé avec mon mari, parce qu'à un moment, on dit, je ne sais pas si je cite exactement, mais je crois que c'est Monseigneur Anselmos qui dit ça, l'abbé aurait pu partir avec la jeune fille, travailler, l'Église ne l'aurait pas totalement abandonné, on s'efforce de reclasser les prêtres défroqués. Mauvais prêtres, on les aide à devenir des hommes dignes. Alors c'est là où c'est cette dignité au rabais que le curé de Bief a refusée. Par amour et par crainte de Dieu, il a tué pour tenter d'effacer aux yeux des hommes la faute d'un prêtre de Dieu. J'ai eu du mal avec cette phrase. Alors j'en ai parlé avec mon mari, qui lui me dit, en fait, il n'a pas... Alors je vais relire un peu. Il n'a pas supporté l'indignité de son acte en tant que prêtre, d'avoir fauté, ce qui l'a poussé à masquer sa faute par l'assassinat de la femme et du bébé. Et pour lui, cette indignité était plus forte, supérieure à l'acte de tuer la femme et son enfant. C'est ça ? Oui, moi j'ai eu un peu de mal avec cette... Oui, moi je comprends. On ne peut pas être à l'aise
avec ce genre de comportement, mais je crois que votre époux a raison, et en particulier dans son procès, l'abbé dit « je suis prêtre et je reste prêtre ». Donc pour lui, c'était plus important que tout le reste. Alors bon, c'est une démarche insupportable, mais je crois qu'effectivement, il a eu l'impression que rien ne pouvait, qu'il n'avait pas le droit de compromettre sa situation de prêtre, et même qu'il devait la défendre au prix d'un assassinat absolument. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser en lisant ce livre à des difficultés que rencontre actuellement l'Église. Et quand on voit la légèreté avec laquelle l'évêque déplace simplement le prêtre qui a été convaincu d'avoir eu des relations avec des femmes alors qu'il aurait dû tout de suite le mettre à l'écart, bon, il s'est passé la même chose. Tout à fait. On y a pensé, bien sûr. Voilà. Ah oui. Bon, on voit aussi dedans alors, les idées de Jean Raspail sur une église fière d'elle-même et puis solide, avec des petites piques au passage. Le doute et l'excès de tolérance, corrosion de l'âme moderne, j'ai noté. Le vouvoiement remplacé par le tutoiement chez les hommes politiques. Les sacrements toujours valables d'un prêtre, quelle que soit son indignité. Oui, ça c'est correct. Hein, c'est correct. C'est correct. Et puis, alors, aussi, on y trouve dans la fameuse prison où se trouve le père Jacques, il y a un panel de repris de justice là-dedans qui est largement supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Et dedans, on a notamment un médecin avorteur. C'était encore un crime en ce temps-là. Oui. On sent que quand même, on a affaire à un écrivain qui sait où il va, qui connaît ses idées et qui n'en démord pas et qui les affirme. Et puis pour ce qui est génial, pour ceux qui connaissent un petit peu Jean Raspail, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est capable de nous poser la question de savoir si le pape actuellement en place est le vrai, ou bien si à l'époque de Pedro de Luna, il n'y a pas eu une décision qui fait qu'on n'est pas parti sur la bonne voie. Ça, c'est le livre L'Anneau du Pêcheur. Ou bien qui vous fait vous étonner que les actualités ne rendent pas compte de l'activité de Philippe Pharamond de Bourbon, roi de France, sacré à Reims en 1999, etc. Donc c'est quelqu'un qui a un talent pour rendre présente, réelle, des événements qui ne sont en fait que des événements romanesques. C'est ça. C'est ça, c'est tout l'art du romancier, finalement, qui est là-dedans. Et puis, je trouve que cette histoire sordide, en fait, c'est le départ. C'est... faut le lire, parce que c'est assez merveilleux. L'écriture est vraiment superbe. Il y a des descriptions assez drôles du prêtre, enfin de l'évêque qui fait des tâches sur la nappe. Et on décrit l'endroit où il habite et on dit souvent les prêtres, contrairement aux moines, n'ont pas beaucoup de goût. Enfin, plein de petites choses comme ça. Ah oui. Et en même temps, c'est très profond. Alors moi, ce qui m'a aussi un tout petit pas gênée, parce que c'est que ce prêtre assassin, on en fait un peu un saint quand même. Quand on rentre dans sa cellule, qui ressemble à une cellule dans sa cellule de prison, qui ressemble à une cellule de moine, avec les peintures qu'il a pu faire au mur, la lumière qui tombe de la petite fenêtre qui est tout en haut. Ça a un côté quand même un peu gentil, mais beau. Donc on est quand même pris. Même si c'est gentil, c'est beau. Il aime bien les moines, hein, j'ai remarqué, Jean Raspail, parce qu'il dit que ce sont les humbles seigneurs de ce monde, ils le sauveront. Oui. Donc, et de certains monastères en particulier. Voilà, oui. Donc Non, mais j'ai pensé aussi à plusieurs reprises en lisant ce livre à certaines homélies de nos prêtres qui nous disent l'amour de Dieu, qui est évidemment une réalité, mais qui le disent de façon tellement insipide qu'on ne vibre pas. Là, je trouve que dans ce livre, on ne peut pas ne pas croire à l'amour de Dieu. Enfin, je trouve que c'est vraiment un livre sur la miséricorde. Alors justement, j'ai retenu une petite citation du pape François sur la miséricorde, qui dit « La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Elle est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites du péché, le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. » C'est beau.
Très beau. Très beau, ça fait une belle conclusion. Eh bien, je pense que c'est sur ces bonnes paroles, saintes paroles, que nous allons clore ce deuxième chapitre. Et puis, réjouissez-vous, chers chrétiens. C'est le titre de cette seconde pause musicale avant de retrouver notre libraire du mois, un choral pour orgue attribué à Jean-Sébastien Bach. Chose promise, chose due, nous retrouvons maintenant Christophe Aimé, gérant de la librairie Aime-Lire à Château-Gontier, pour sa sélection du mois. Le moment est venu de donner la parole, comme c'est devenu l'usage, à un libraire indépendant de Mayenne. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans la très belle librairie Aime-Lire de Château-Gontier. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, soyez gentil de nous dire les livres que vous aimeriez conseiller à nos auditeurs. Eh bien, ce sont 3 livres de la rentrée littéraire auxquels je tiens beaucoup, que nous avons beaucoup défendus à la librairie, qui sont aussi reconnus par la critique nationale. Il s'agit du livre de Gaël Faye qui s'intitule Jacaranda. Ensuite, il y aura Sandrine Colette avec Madeleine avant l'aube. Et puis, le dernier livre d'Antoine Choplin, La barque de Massao. Alors, on commence par Gaël Faye. On l'attendait depuis 7-8 ans, c'est-à-dire le deuxième roman de Gaël Faye après l'éblouissant Petit pays qui racontait son adolescence au Burundi. Eh bien, Gaël Faye n'en a pas fini avec son histoire personnelle et l'histoire de son pays, à savoir ici le Rwanda. En plein anniversaire triste anniversaire, donc des 30 ans du génocide rwandais, eh bien Gaël Faye, dans un livre très humaniste, très beau, avec la plume qu'on lui connaît, à savoir touchante, poétique et profonde, eh bien il va ramener son personnage, enfin un personnage, au Rwanda, à notre époque, pour voir un petit peu ce qu'il en est des traces, des transmissions
des traumatismes qui ont été perpétués auprès de notamment les Tutsis. Et dans Jacaranda, cet homme va véritablement sonder à la fois son cœur et le cœur de différentes personnes, de différentes générations, des personnes qui n'ont pas connu le génocide et d'autres personnes qui continuent à cicatriser. Et donc c'est un livre à la fois de pardon, d'écoute, de compréhension. C'est un très beau livre qui amène beaucoup d'espoir en l'être humain. Voilà, c'est un très beau texte. Ce jacaranda, c'est cet arbre qui est sur la couverture et qui symbolise la vie. C'est pas un livre trop dur, parce que je me souviens du Petit Pays, qui était un livre tout à fait bouleversant. D'après ce que vous dites, il y a plus d'espoir dans celui-ci. Oui, c'est un livre sombre, mais aussi lumineux. Et c'est ça que j'aime dans Gaël Faye, c'est que, de toute manière, qu'il chante, qu'il écrive de la poésie ou qu'il écrive des romans, il y a toujours des traits de lumière dans ce qu'il fait. Et voilà, il est très réaliste, c'est quelqu'un qui partage sa vie entre Paris et Kigali, donc au Rwanda. Donc c'est quelqu'un qui vit vraiment les choses. Ce sera son dernier roman sur ce sujet et il avait des choses à terminer avec ce livre. Merci. Alors Sandrine Colette. Sandrine Colette était dans le dernier carré du Goncourt. Bon, voilà, elle n'a obtenu qu'une voix, mais c'est déjà un véritable exploit, parce que Sandrine Colette vient du monde du polar. Il y a 10 ans, j'ai fait sa connaissance avec des romans policiers qui étaient de bonne facture, mais voilà, c'était pas la littérature à laquelle elle nous soumet. Madeleine avant l'aube, c'est un roman très étonnant, parce qu'on ne sait pas à quelle époque il se déroule. On sait qu'il se déroule en France, mais on ne sait pas dans quelle région. On va vivre presque dans un huis clos, dans ce hameau qui s'appelle Les Montées. Dans ce hameau, il y a que très peu de familles et on va en suivre 2. Ces familles sont unies par le lien des 2 sœurs qui sont mariées, qui ont des enfants. Et ce sont 2 familles qui travaillent très dur la terre, qui travaillent toute l'année, sans relâche et avec les conditions de la météo, les conditions du terrain. Ce sont des métayers, ils travaillent pour un propriétaire qu'on connaît peu, qu'on voit parfois chasser au loin. Voilà en fait la vie assez dure, assez terne, mais aussi une vie assumée. Lorsque une jeune fille va arriver dans ce hameau, on ne sait pas d'où elle vient, personne ne la connaît, elle s'appelle Madeleine et elle va déjà montrer un tempérament très particulier. C'est quelqu'un qui va être donc accueilli dans l'une des 2 familles et qui va tout de suite se mettre à la tâche parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est quelqu'un qui incarne un esprit. Est-ce que c'est un esprit de révolte, de rébellion? En tout cas, elle ne va pas laisser les choses en l'état. La condition de ces 2 familles ne va pas rester en l'état. Et Madeleine, sans forcément protester, va afficher une détermination pour bouger les lignes et pour bouger les vies. Alors que va-t-elle faire? Je vous laisse le découvrir. Ça s'appelle Madeleine avant l'aube. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès et on doit vraiment remarquer l'incroyable écriture de Sandrine Colette et elle n'était pas dans le dernier carré du Goncourt sans raison. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui travaille son écriture, qui me fait beaucoup penser à Franck Bouys, par exemple. Il y a des thèmes communs et c'est un livre à découvrir qui va forcément vous impressionner. Bon, merci Christophe, je ne suis pas du tout amateur de romans, mais là, vous m'avez donné envie de lire ce livre-là. Merci. On termine par Chopin. Eh bien là, c'est un livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur dès le mois de juin, puisque nous avons la chance en librairie de recevoir des services de presse avant leur sortie officielle. C'est le dernier livre d'Antoine Chopin qui s'appelle La Barque de Massao aux éditions
Buchet-Chastel. C'est un livre qui se déroule dans le Japon d'aujourd'hui, sur une île, c'est l'île de Naoshima. On va suivre un homme, il s'appelle Masao. Masao, c'est un ouvrier. Il travaille très dur dans son usine et il a une vie qui est réglée par ses heures de travail et puis son quotidien. En gros, une vie assez triste et assez répétitive. Un jour, Masao, en sortant de son usine, va retrouver sa fille. Sa fille qui s'appelle Harumi, qu'il n'a pas vue depuis 10 ans. Les retrouvailles vont être particulières, certes chaleureuses, mais en même temps, quand ça fait 10 ans que vous ne voyez pas quelqu'un, ça peut pas être non plus totalement festif. Le lecteur va découvrir leur histoire familiale, qu'est-ce qui a fait que cet homme et cette femme ne se sont pas vus. Où est la mère? Puisque dans ce portrait familial, la mère semble absente, mais elle va vite, son souvenir va vite remonter à la surface. Et Harumi, donc cette jeune femme qui vient sur cette île, elle vient pour un travail, pour un musée d'art contemporain, pour une exposition. Donc elle travaille dans le milieu culturel. Et donc, on va voir un petit peu en quoi va consister aussi cette exposition. En quoi cette exposition va être aussi à relier avec le travail d'artisanat de Masao, puisque pour passion, il aime confectionner des objets en bois. C'est lui qui a fabriqué lui-même une barque. Cette barque qui sera un véritable symbole de réunion, mais aussi un symbole pour l'existence. C'est un très beau livre. C'est un livre qui m'a beaucoup plu de par son esprit zen. Je m'entends par là, c'est que j'avais l'impression d'être dans une petite bulle avec ce livre, hors de toute considération politique, sociale, actuelle. J'étais dans le monde d'aujourd'hui et en même temps dans un environnement très serein, très calme, puisque l'écriture d'Antoine Choplin pose les choses simplement, humainement, mais aussi avec beaucoup de délicatesse, de subtilité et de poésie. Eh bien, ce texte, cette histoire familiale, mais qui est plus qu'une histoire familiale, hein. Je vous ai dit que l'art avait aussi une dimension à découvrir, qui va aussi porter les êtres. Eh bien, ce livre m'a vraiment réjoui. J'ai refermé ce livre en disant « ce livre m'a fait du bien ». Et c'est ce qu'on attend de la littérature. Voilà, un vrai moment de délicatesse. Et aussi pour cette raison, j'ai tout de suite contacté les éditions pour pouvoir inviter l'auteur à venir nous présenter ce livre à Château-Gontier. Et dès fin juin, j'avais l'accord de la maison d'édition et de l'auteur. Cet auteur va nous rendre visite à la librairie Aime Lire Anjou. Ce sera le jeudi 21 novembre à 20h30 et la rencontre se passera à la médiathèque du pays de Château-Gontier. Alors n'hésitez pas, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce livre. Merci. Merci beaucoup Christophe de nous avoir présenté ces 3 livres. Nous étions accueillis à la librairie Aime Lire de Château-Gontier. J'espère que nos auditeurs tireront profit de cette brillante présentation. Merci Christophe et au revoir. Merci beaucoup, bonne continuation et bonne lecture. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission, en espérant qu'elle vous a ouvert de nouveaux horizons et en l'envie de découvrir ou redécouvrir des livres qui offrent toujours plein de portes sur la réflexion. Au revoir Catherine. Au revoir Emmanuel. Au revoir Yannick. Au revoir Emmanuel. Et au revoir Catherine.